Quand mes beaux-parents m'ont annoncé qu'ils partaient au Maroc pour 2 semaines, j'ai cru à une plaisanterie. Mais le sérieux dans leurs yeux disait le contraire. Nous étions assis sur la terrasse de leur maison à Lyon, la brise légère faisant doucement onduler les bougainvilliers qui pendèrent du toit. Le poulet rôti du dimanche, tradition sacrée dans cette famille, fumait encore au centre de la table. « Nous avons juste besoin que tu restes à la maison pour veiller sur Mathieu », insista ma belle-mère, Catherine, tandis que sa main ridée serrait la mienne. Mathieu, le fils de ma belle-sœur Lucie, était dans le coma depuis 8 mois, suite à un terrible accident de voiture sur la route de Grenoble. La famille avait catégoriquement refusé de l'envoyer dans un centre médicalisé, préférant s'occuper de lui à la maison, avec l'aide d'infirmières à temps partiel. « Tu n'as rien de spécial à faire », ajouta mon beau-père, Raphaël, un homme de peu de mots qui me regardait maintenant avec des yeux suppliants. Juste être présente. Les infirmières viennent 2 fois par jour. L'idée ne me mettait pas à l'aise, mais je ne voulais froisser personne. Antoine, mon mari, était en voyage d'affaires en Argentine pour 3 semaines, et je venais de demander une mise en disponibilité du lycée où j'enseignais la littérature pour me reposer. Surveiller quelqu'un de supposément inconscient ne semblait pas difficile, bien que l'idée me procurât une étrange inquiétude. « Et Lucie ?» demandai-je, en parlant de la mère de Mathieu. « Ne devrait-elle pas rester ?» Catherine et Raphaël échangèrent un regard. « Lucie a autant besoin de ce voyage que nous, » expliqua Catherine. Depuis l'accident, elle n'a pas eu un moment de répit. Son frère Xavier l'accompagnera. Cela leur fera du bien à tous les deux. Je m'installai chez eux la veille de leur départ. La vieille maison de maître familial dans le quartier du Vieux-Lyon, avec ses hauts plafonds et ses sols en carreaux de ciment, semblait plus grande et plus silencieuse que jamais. Tout avait un air clinique, le doux bourdonnement des machines, l'odeur de désinfectant, l'atmosphère lourde et immobile autour de la chambre de Mathieu. La chambre qu'on m'avait attribuée était juste à côté de la sienne. Cette première nuit, je ne pus presque pas dormir. Le son rythmé du respirateur traversait le mur comme un rappel constant de la vie fragile qui battait de l'autre côté. Le matin, je les accompagnai jusqu'à la porte. Catherine me serra fort dans ses bras. « Quoi que ce soit, tu nous appelles, » dit-elle. « Les infirmières ont toutes les instructions, et le docteur Ramis passera vendredi. Ne t'inquiète de rien. » Quand ils furent partis, je restai près de la fenêtre, regardant le taxi s'éloigner dans la ruelle pavée. La maison parut instantanément plus froide, comme si la vie s'en était allée avec eux. Je passai la matinée à me familiariser avec la routine. L'infirmière du matin, Denise, une femme robuste et efficace, m'expliqua les horaires des médicaments et me montra comment fonctionnaient les appareils. « Le garçon est costaud », commenta-t-elle en changeant sa perfusion. « Il respire seul la plupart du temps, c'est bon signe. » Quand Denise partit, je restai seule avec Mathieu. Je m'assis près de son lit, observant le jeune homme pâle que je connaissais à peine. Je ne l'avais vu que quelques fois lors de réunions de famille avant l'accident. C'était un garçon réservé, toujours un livre à la main. Antoine m'avait dit qu'il était brillant, qu'il étudiait aux Beaux-Arts et qu'il avait un avenir prometteur comme restaurateur d'œuvres d'art. Maintenant, il gisait immobile, les cheveux noirs plus longs que dans mon souvenir, encadrant un visage émacié, mais toujours beau. Il avait 22 ans, mais dans son état vulnérable, il paraissait beaucoup plus jeune. « Salut Mathieu », dis-je à voix basse, me sentant un peu sotte de lui parler. « C'est Hélène, la femme de ton oncle Antoine. Je vais rester avec toi quelques jours. » Aucune réponse, bien sûr. Seulement le sifflement doux de sa respiration et le bip constant du moniteur cardiaque. Je me levai pour ajuster le volet, qui laissait entrer trop de lumière. En revenant, il me sembla que son expression avait légèrement changé. Un jeu de lumière, sûrement. Je m'approchai et tendis la main pour ajuster la couverture qui le recouvrait. C'est alors que sa main bougea. Un spasme rapide, presque imperceptible. Je restai paralysée, le cœur battant dans ma poitrine. « Mathieu ?» murmurai-je. Une seconde plus tard, il ouvrit les yeux. Ce ne fut pas comme dans les films, un réveil spectaculaire avec des halètements et de la confusion. Ce fut silencieux, troublant. Ses yeux marrons, exactement de la même teinte que ceux de sa mère, s'ouvrirent lentement et me fixèrent directement, avec une lucidité qui me glaça le sang. Je reculai d'un pas, trébuchant contre la chaise. Le moniteur cardiaque continuait son rythme constant, comme si rien d'extraordinaire ne se passait.
Mais Mathieu était réveillé, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. « Ça ne peut pas arriver », me dis-je à voix basse. Je dois l'imaginer, mais ce n'était pas mon imagination. Ses lèvres bougèrent, formant des mots silencieux que je ne pus comprendre. Je m'approchai de nouveau, me penchant sur lui. « Tu m'entends » demandai-je, la voix tremblante. Il hocha légèrement la tête. Un mouvement si petit que je le manquais presque. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je appeler ses parents? Le médecin? Les urgences? Mon esprit était un tourbillon de questions et de doutes. Mais avant que je puisse décider, Mathieu leva faiblement la main et la tendit vers moi. Instinctivement, je la pris entre les miennes. Elle était froide et légère comme une feuille d'automne. « De l'eau », dit-il dans un murmure si faible que je l'entendis à peine. Je lâchai sa main et courus à la cuisine, les jambes tremblantes. Pendant que je remplissais un verre d'eau, mon esprit analysait ce qui venait de se passer. Comment était-ce possible? Depuis combien de temps était-il conscient? Pourquoi maintenant? Quand je revins dans la chambre, je m'attendais à moitié à le retrouver de nouveau inconscient, comme si tout avait été une hallucination. Mais il était là, les yeux ouverts, m'attendant. Mathieu me regarda, clignant lentement des yeux comme un nouveau-né s'adaptant au monde. Je l'aidai à se redresser légèrement et approchai le verre de ses lèvres. Il but avec difficulté, l'eau coulant au coin de sa bouche. Quand il eut fini, il se laissa retomber contre l'oreiller, visiblement épuisé par ce simple effort. « Comment te sens-tu » demandai-je, ne sachant que dire d'autre. Mon esprit essayait toujours de comprendre ce qui se passait. « Faible » répondit-il d'une voix rauque, à peine audible. « Mais lucide. Je vais appeler le médecin » dis-je en cherchant mon portable dans la poche de mon jean. « Et ensuite tes parents. Je n'arrive pas à croire que tu sois réveillé. C'est un miracle. » Sa main se leva de nouveau, cette fois avec plus de force, agrippant mon poignet. « Non » dit-il avec urgence. « N'appelle personne, s'il te plaît. » Je restai immobile, déconcerté par sa réaction. « Mais Mathieu, ta famille attend ce moment depuis des mois. Ils croient que je suis en état de mort cérébrale, » m'interrompit-il, la voix tremblante. « Mais je suis conscient depuis des semaines. J'ai dû faire semblant. Je n'avais pas le choix. » La panique dans ses yeux était réelle, viscérale. Un frisson me parcourut le dos tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il me disait. Faire semblant? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Il regarda vers la porte ouverte, comme s'il craignait que quelqu'un puisse écouter. « Ferme-la » murmura-t-il. J'obéis, sentant mon cœur battre de plus en plus vite. Quand je revins à ses côtés, Mathieu avait réussi à se redresser un peu plus contre les oreillers. « Ils veulent mon argent » dit-il, fixant ses yeux dans les miens. « Mon héritage, les 2 millions d'euros de mon père, ma famille. Ils attendent que je meure. » Je restai sans voix, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ces paroles n'avaient aucun sens. Et pourtant, la peur dans ses yeux était indubitable. « De quoi parles-tu » parvins-je enfin à demander. « Pourquoi ta propre famille voudrait-elle ton argent ?»« Ils t'aiment, Mathieu. Ils se sont occupés de toi jour et nuit. »« C'est ce qu'ils t'ont dit ?» demanda-t-il avec un sourire amer. « Qu'ils s'occupent de moi jour et nuit ?»« Regarde ça. » Avec difficulté, il leva son bras pour me montrer une série de petites ecchymoses à l'intérieur de son coude. Des sédatifs. Ils me maintiennent droguée la plupart du temps. Quand je peux, je recrache les pilules. « C'est pour ton bien-être » argumentai-je, bien que ma voix ne semblât plus si convaincue. « Pour contrôler la douleur ? Pour t'aider à... » « Ma mère et mon oncle Xavier » m'interrompit-il de nouveau. « C'est eux qui sont derrière tout ça. Je les ai entendus parler quand ils croient que je suis inconscient. L'accident n'était pas un accident, Hélène. » Mon sang se glaça en entendant mon nom sur ses lèvres. Comment savait-il comment je m'appelais, s'il était dans le coma quand on nous a présentés? Comment? Je t'ai entendu parler avec les infirmières, expliqua-t-il, devinant ma confusion. J'ai entendu beaucoup de choses pendant ces mois. Des choses que je n'aurais pas dû entendre. Je m'assis sur la chaise près de son lit, essayant de digérer tout ce qu'il me racontait. C'était trop fantastique, trop horrible pour être vrai. Et pourtant, quelque chose en moi me disait qu'il ne mentait pas. « J'ai besoin de ton aide », continua Mathieu, sa voix gagnant un peu de force. « Je ne sais pas à qui faire confiance, mais je crois que tu es ma seule chance. Antoine dit toujours du bien de toi. Il dit que tu es honnête, que tu as des principes. Je rougis à la mention de mon mari. Tu as entendu, Antoine ? » Il hocha la tête. «
Il vient me voir quand il peut. Il me lit des livres à voix haute. Le comte de Monte Cristo, dernièrement. Le détail était exact. Antoine avait mentionné qu'il lisait pour son neveu, convaincu qu'à un certain niveau, il pouvait l'entendre. « Si ce que tu dis est vrai, dis-je lentement, nous avons besoin de preuves. Et nous devons t'emmener dans un vrai hôpital, où ils pourront... » « Pas le temps, me coupa-t-il. Ils reviennent dans 2 semaines. D'ici là, je dois avoir disparu ou avoir assez de preuves pour les démasquer. S'ils reviennent et que je suis toujours ici, sans défense. » Il laissa la phrase en suspens, mais le sens était clair. « Comment savoir si tu n'es pas... confus ?» demandai-je avec délicatesse. « Tu as été dans le coma pendant des mois. Tu pourrais être désorienté, tu pourrais avoir mal interprété des choses que tu as entendues. Mon père est mort l'année dernière, dit Mathieu, les yeux fixés sur les miens. Une crise cardiaque, ont-ils dit. Trop soudain, trop pratique. Il était collectionneur d'art, restaurateur comme moi. Il m'a tout laissé. 2 millions d'euros en œuvres d'art, propriété et liquidité. Rien pour ma mère, rien pour mes oncles. Il fit une pause pour reprendre son souffle. Je pouvais voir l'effort que lui coûtait de parler autant. 1 mois plus tard, ma mère a intenté une action en justice pour invalider le testament. Elle a prétendu que mon père n'était pas sain d'esprit, que je l'avais manipulé. Le juge n'a pas accepté. 3 mois plus tard, ma voiture est sortie de la route par une nuit de pluie. Ce pourrait être des coïncidences, suggérai-je, bien que de moins en moins convaincu. « Regarde dans le tiroir », dit-il en désignant de la tête la table de chevet. Le premier tiroir. Je l'ouvris et trouvai une pile de papiers médicaux, d'ordonnances et de factures. Rien d'anormal pour quelqu'un dans sa situation. Sous le papier de fond, indiqua-t-il. Je soulevai le papier qui recouvrait le fond du tiroir et découvris un petit carnet noir. Je le pris et l'ouvris. Il était rempli d'une écriture minuscule, presque illisible. Je l'ai écrit quand je le pouvais, quand j'étais seule et que j'avais assez de contrôle sur mes mains. Ce sont des conversations que j'ai entendues, des dates, des heures, des noms. Tout est là. Je tournais les pages, lisant des fragments au hasard. Ils étaient troublants, c'est le moins qu'on puisse dire. Des références à finir le travail, faire en sorte que ça paraisse naturel, les papiers du transfert. Si ce que je lisais était vrai, Lucie et Xavier planifiaient activement la mort de Mathieu. « Mon Dieu !» murmurai-je nauséeuse. « Si c'est vrai... »« Ça laisse !» affirma Mathieu. « Vérifie les caméras cachées dans le salon. Cherche dans le bureau de ma mère, dans le tiroir fermé à clé. Il y a des procurations falsifiées, des mouvements bancaires suspects. Tout mène à la même chose. Ils attendent que je meure pour hériter de ma fortune. » Je portais une main à ma bouche, horrifiée. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide avant ? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant ? » « Je ne pouvais pas, » répondit-il, la frustration évidente dans sa voix. « Ce n'est que récemment que j'ai réussi à contrôler suffisamment mes mouvements, et je devais être sûre de la personne à qui je pouvais faire confiance. Les infirmières sont achetées. Le médecin est un ami de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas eu l'occasion d'être seule avec quelqu'un qui pourrait m'aider. » Nous restâmes silencieux un moment, le poids de ses paroles flottant entre nous comme un nuage toxique. « Que veux-tu que je fasse ?» demandai-je enfin. « Aide-moi à rassembler des preuves, » dit-il, la voix suppliante. « Et si on peut, aide-moi à m'échapper. J'ai un ami à Marseille, Gabriel, en qui j'ai entièrement confiance. Si je pouvais le rejoindre... » « S'échapper n'est pas une option, » dis-je fermement. « Pas dans ton état. Tu peux à peine t'asseoir. Tu aurais besoin de semaines de kinésithérapie avant de pouvoir bouger normalement. Alors les preuves, insista-t-il. Assez pour que la police nous prenne au sérieux. J'acquiesçais lentement, sachant que j'acceptais quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait changer ma vie pour toujours. Mais je ne pouvais pas lui tourner le dos. Pas après ce qu'il m'avait raconté. Je t'aiderai, dis-je enfin. Mais nous allons le faire correctement, méthodiquement, sans risques inutiles. Le soulagement sur son visage fut si intense qu'il me fit presque pleurer. « Merci, » murmura-t-il. Je savais que je pouvais te faire confiance. Je me levai, soudainement consciente du temps. L'infirmière reviendra dans quelques heures. Il nous faut un plan. Quand elle viendra, dit Mathieu, je ferai de nouveau semblant d'être dans le coma. Toi, agis normalement. La nuit, quand nous serons seuls, nous pourrons reparler. J'acquiesçai.
impressionné par sa clarté d'esprit malgré tout ce qu'il avait traversé. Et les sédatifs, je les recrache quand je peux, mais parfois je dois les avaler. Ce soir, j'essaierai d'être éveillée. Mais si je n'y arrive pas, je comprends, dis-je. Je ferai ce que je peux en attendant. Je vais commencer à enquêter. Je me dirigeai vers la porte, mais avant de l'ouvrir, je me tournai vers lui. Mathieu, si tout cela est vrai, ils le paieront. Je te le promets. Ses yeux brillèrent d'une lueur que je n'avais pas vue auparavant. L'espoir. Et à ce moment-là, je sus que je ferais n'importe quoi pour le protéger, peu importe le coût. Pendant les heures qui suivirent, je me déplaçais dans la maison avec un nouveau regard, chaque recoin soudainement suspect, chaque objet potentiellement révélateur. J'attendis que Denise, l'infirmière du matin, termine son service. Je feignis de l'intérêt pour ses explications sur les soins de Mathieu, hochant la tête au bon moment, tandis que mon esprit élaborait un plan. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon numéro est sur le frigo », dit-elle avant de partir. La médication de l'après-midi est prête dans le pilulier. Pascal viendra à 20h pour le service de nuit. Dès que la porte se referma derrière elle, je courus dans la chambre de Mathieu. Il était réveillé, fixant le plafond. « Nous avons environ 5 heures avant l'arrivée de l'infirmière de nuit », l'informai-je. « Par où commençons-nous ?»« Le bureau de ma mère », répondit-il sans hésiter. « Au 2e étage, au fond du couloir. Elle a un bureau ancien avec un tiroir central qu'elle garde toujours fermé à clé. Sais-tu où elle garde la clé ?» Il secoua la tête. « Mais si c'est comme avant, probablement dans sa boîte à bijoux. Un petit coffret en bois sculpté qu'elle garde sur sa table de chevet. La chambre de Lucie et le bureau étaient au 2e étage, tandis que Mathieu avait été installé dans une chambre adaptée au rez-de-chaussée, ce qui me donnait une certaine liberté pour explorer sans qu'il s'inquiète de mon absence. « Je vais monter enquêter », lui dis-je. « As-tu besoin de quelque chose avant que je parte ?»« Ça va ?» assura-t-il. « Juste, sois prudente. Et si tu entends quelque chose, le moindre bruit indiquant que quelqu'un est arrivé, reviens ici immédiatement. » Je montai les escaliers, le cœur battant fort contre mes côtes. La maison centenaire craquait sous mes pieds, chaque son amplifié par ma nervosité. Le couloir du 2e étage était dans la pénombre, à peine éclairé par la lumière qui filtrait à travers les volets mi-clos. 4 portes, toutes fermées. Je connaissais la disposition générale pour y être venu auparavant. La chambre principale, le bureau, une salle de bain et une petite bibliothèque. La porte de la chambre s'ouvrit avec un grincement qui me parut assourdissant. L'intérieur sentait le parfum cher et la lavande que Catherine mettait entre les draps. Je me dirigeais directement vers la table de chevet du côté que, je supposais, Lucie occupait. Dessus, il y avait une liseuse, un livre à moitié lu et, effectivement, un petit coffret en bois avec des incrustations de nacre. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. À l'intérieur, parmi des colliers et des boucles d'oreilles, je trouvais plusieurs petites clés. Je les pris toutes, ne voulant pas perdre de temps à essayer de deviner laquelle était la bonne. Le bureau s'avéra plus grand que ce que j'attendais, avec des étagères couvrant 2 des murs et une large baie vitrée donnant sur une cour intérieure. Le bureau, une pièce ancienne en noyer, dominait le centre de la pièce. Je m'assis dans le fauteuil en cuir et essayai chaque clé dans le tiroir central. La 3e fonctionna. L'intérieur du tiroir était méticuleusement organisé, avec des dossiers étiquetés et des documents empilés avec précision. Je commençai à tout examiner, photographiant avec mon mobile chaque page qui me semblait pertinente. Je trouvai des relevés bancaires, montrant des transferts suspects vers des comptes en Andorre, des documents juridiques liés à l'héritage de Mathieu, et, le plus troublant, une procuration non signée qui accordait à Lucie un contrôle total sur les biens de son fils en cas d'incapacité permanente. Il y avait aussi un dossier avec des rapports médicaux, différents de ceux que j'avais vus dans la chambre de Mathieu. Ceux-ci brossaient un tableau beaucoup plus sombre de son état, suggérant des lésions cérébrales irréversibles et un pronostic d'état végétatif permanent. Ils étaient insignés par un certain docteur Maudet, un nom que Mathieu n'avait pas mentionné. Pendant que je photographiais ces documents, je remarquai quelque chose d'étrange sur le bord du tiroir, une petite fente qui semblait déplacée. Je pressai légèrement et sentis quelque chose céder. Un compartiment secret s'ouvrit, révélant une enveloppe brune. À l'intérieur, je trouvai d'autres documents. Un rapport de police sur l'accident de Mathieu qui mentionnait une possible défaillance des freins, une police d'assurance vie au nom de Mathieu avec Lucie comme unique bénéficiaire et une série de courriels imprimés entre Lucie et Xavier.
Ces derniers étaient les plus explicites. Tout est prêt pour le moment venu. Le médecin signera ce qu'il faut. Personne ne remettra en question une défaillance cardiaque chez quelqu'un dans son état depuis si longtemps. X. Le notaire dit que la procuration suffira. Mais pour être sûr, mieux vaut attendre le dénouement naturel. Patience. 2 semaines de plus et tout sera terminé. L. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon téléphone pour photographier les courriels. La dernière date remontait à seulement 3 jours, avant que mes beaux-parents ne partent en voyage. Tout correspondait à ce que Mathieu m'avait raconté. Je remis tout à sa place exacte, fermai le tiroir à clé et sortis du bureau, en m'assurant de laisser tout comme je l'avais trouvé. En passant par la chambre pour remettre les clés, je remarquai quelque chose que j'avais manqué. Un ordinateur portable fermé sur une petite table près de la fenêtre. J'hésitais. Entrer dans son ordinateur serait risqué, mais il pourrait contenir encore plus de preuves. Je décidai d'essayer. Étonnamment, il n'y avait pas de mot de passe. Peut-être que Lucie, confiante que personne ne fouillerait ses affaires, n'avait pas jugé nécessaire de le protéger. Je trouvai des dossiers nommés « Affaire M » et « Héritage ». Le premier contenait d'autres documents médicaux et juridiques, similaires à ceux que j'avais déjà photographiés. Le second, cependant, incluait quelque chose de nouveau. Un document intitulé « Accord de répartition », daté de 2 semaines plus tard, qui détaillait comment les biens de Mathieu seraient répartis entre Lucie, Xavier et, étonnamment, mes beaux-parents, Catherine et Raphaël. Je restais glacée. Étaient-ils tous impliqués? Était-il possible que toute la famille conspire pour profiter de la mort de Mathieu? Je copiai rapidement les fichiers les plus importants sur une clé USB que j'avais dans mon sac et fermai l'ordinateur portable. En descendant les escaliers, mon esprit tentait de traiter ce que je venais de découvrir. Comment pouvais-je dire à Mathieu que la trahison était encore plus étendue qu'il ne le croyait? Quand j'entrai dans sa chambre, je vis qu'il dormait. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Je m'approchai et touchai doucement son épaule. Il ouvrit les yeux instantanément. « J'ai trouvé des choses », dis-je à voix basse, m'asseyant à ses côtés. « Beaucoup de choses, et aucune n'est bonne. » Je lui racontai tout ce que j'avais découvert, lui montrant les photos sur mon téléphone. À chaque révélation, son visage se tendait davantage, ses yeux s'assombrissant d'un mélange de douleur et de rage. « Je ne m'attendais pas à ce que mes grands-parents soient impliqués, » murmura-t-il quand j'eus terminé. « Ils ont toujours été bons avec moi. Peut-être qu'ils ne savent pas tout, » suggérai-je, essayant d'offrir un peu de réconfort. Peut-être que Lucie et Xavier leur ont aussi menti, leur faisant croire que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mathieu ne semblait pas convaincu, mais il hocha lentement la tête. « Qu'as-tu trouvé d'autre ? » « Il y a des caméras dans la maison, » dis-je, me souvenant d'un autre détail important. Je les ai vues en montant. Une dans le couloir à l'étage, une autre dans le salon. Je ne sais pas si elles sont pour la sécurité ou pour te surveiller, toi et ceux qui s'occupent de toi. Probablement les deux, répondit-il. As-tu vu où sont stockés les enregistrements? Je secouai la tête. Non, mais il pourrait y avoir un équipement quelque part dans la maison. Un DVR ou quelque chose de similaire. À la cave, dit-il soudainement. Mon père avait une petite salle de serveur à la cave, où il gardait les catalogues numérisés de sa collection. S'ils ont installé des caméras, il serait logique d'utiliser cette infrastructure. J'irai vérifier, proposai-je. Où est-ce exactement? La porte de la cave est à côté de la cuisine, en descendant les escaliers, à droite. C'est la seule porte avec une serrure de sécurité. Et la clé? Mon père la gardait toujours. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Dans son bureau, qui est maintenant celui de ma mère. Je devrais remonter. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes forces. D'accord, je retournerai au bureau et ensuite j'irai à la cave. En attendant, as-tu besoin de quelque chose? De l'eau? De la nourriture? De l'eau, s'il te plaît, demanda-t-il. Et si tu peux, aide-moi à me redresser un peu plus. J'en ai marre d'être allongée. Je lui apportai de l'eau et ajustai les oreillers pour qu'il puisse s'asseoir plus droit. Quand je me penchai pour l'aider, sa main attrapa la mienne. « Merci », dit-il d'une voix brisée. « Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Tu n'as rien à me payer, » répondis-je, surprise par l'émotion que je ressentis en voyant ses yeux remplis de gratitude. C'est ce qu'il fallait faire. Peu de gens feraient ce qui est juste dans ta situation, murmura-t-il, en te risquant ainsi pour quelqu'un que tu connais à peine.
« Je te connais assez, dis-je, et je fus surprise de réaliser que c'était vrai. En quelques heures passées ensemble, j'avais appris à apprécier son courage, son intelligence et sa détermination. Je retournai au bureau, et après une recherche plus approfondie, je trouvai un trousseau de clés caché dans un double fond d'un des tiroirs latéraux. Parmi les clés, une petite, argentée, qui semblait correspondre à une serrure de sécurité. La cave était froide et sentait l'humidité. La pièce que Mathieu avait mentionnée était exactement là où il l'avait dit, et la clé fonctionna du premier coup. En allumant la lumière, je découvris un espace étonnamment moderne, avec plusieurs ordinateurs et moniteurs, très différents du reste de la vieille maison. Sur l'un des moniteurs, on pouvait voir une mosaïque d'images de différentes parties de la maison, y compris la chambre de Mathieu. Il avait raison. Il nous surveillait. Je m'assis devant l'ordinateur principal et, après plusieurs tentatives, je réussis à y accéder. Les fichiers vidéo étaient organisés par date, ce qui facilita ma recherche. Je trouvais des enregistrements qui confirmaient tout. Des conversations entre Lucie et Xavier au chevet de Mathieu, discutant ouvertement de leur plan quand ils croyaient qu'il était inconscient. Une réunion avec mes beaux-parents où Lucie leur promettait une compensation pour leur aide, une fois que tout serait terminé. Et même une visite du docteur Maudet qui examinait superficiellement Mathieu avant d'assurer que, le moment venu, le certificat sera prêt sans question. Je copiai toutes les vidéos pertinentes sur ma clé USB et retournai auprès de Mathieu, qui m'attendait avec anxiété. « On les tient », lui dis-je, incapable de contenir un sourire triomphant. « On a tout en vidéo. Des conversations explicites, le médecin complice, tout. Avec ça, non seulement on peut les démasquer, mais on peut les faire arrêter. » Pour la première fois depuis son réveil, je vis un vrai sourire illuminer son visage. « Vraiment ?» J'acquiesçais. « Vraiment. » Mais maintenant vient la partie difficile. Décider quoi faire de tout ça. Pendant les 3 jours suivants, nous vécûmes une étrange double vie. Le jour, je jouais le rôle de la belle-sœur attentionnée, m'occupant d'un jeune homme dans le coma, accueillant les infirmières avec un sourire et répondant aux appels quotidiens de mes beaux-parents avec une normalité feinte. La nuit, quand nous étions seuls, j'aidais Mathieu à retrouver ses forces et nous planifions notre stratégie. « Il faut contacter quelqu'un de confiance », dit Mathieu lors de notre 2e nuit ensemble. Il avait réussi à s'asseoir sur le lit sans aide, un petit triomphe que nous célébrâmes comme s'il avait couru un marathon. Quelqu'un en dehors du cercle familial. « As-tu quelqu'un en tête ?» demandai-je en lui passant un bol de soupe que j'avais préparé. Son appétit s'améliorait de jour en jour. Un autre signe positif. « Mon professeur de la faculté, Martin Lefebvre, » répondit-il après quelques gorgées. « Il est avocat en plus d'être restaurateur, et c'était un ami de mon père. Il a toujours soupçonné que sa mort n'était pas naturelle. » Je cherchais son numéro dans le portable de Mathieu, que j'avais trouvé dans un tiroir du bureau de Lucie. Il était déchargé, mais après l'avoir rechargé, nous découvrîmes qu'il avait un schéma de déverrouillage. Après plusieurs tentatives, Mathieu se souvint de la combinaison. « C'est la date de naissance de mon père, à l'envers », expliqua-t-il avec un sourire triste. Il utilisait toujours ça pour tout. Nous appelâmes Martin ce soir-là, en utilisant mon propre téléphone. Sa réaction initiale fut l'incrédulité, puis le choc, et enfin une détermination qui nous redonna espoir. « Ne faites rien avant que j'arrive », nous avertit-il. « J'ai des contacts à la gendarmerie qui nous aideront, mais nous devons procéder avec prudence. Une accusation de ce calibre contre une famille respectée comme les Vidal nécessite des preuves irréfutables. Nous les avons, l'assurai-je, pensant aux vidéos et aux documents que nous avions rassemblés. Bien, je serai là demain après-midi. En attendant, continuez la comédie. Ne les laissez rien soupçonner. » Cette nuit-là, après avoir raccroché, Mathieu me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. » L'interrompis-je en lui serrant la main. « On va y arriver. » Il me sourit faiblement. « Tu sais, c'est étrange. Je suis piégée dans ce lit depuis des mois, écoutant ma propre famille planifier ma mort. Et pourtant, ces derniers jours avec toi ont été les plus vivants que j'ai connus depuis longtemps. Je ne sus quoi répondre à cela. Au lieu de mots, je lui offris ma présence, m'asseyant à ses côtés pendant que je lisais un de ses livres préférés, un ancien volume sur les techniques de restauration de la Renaissance que j'avais trouvé dans la bibliothèque. Le lendemain, je reçus l'appel que je redoutais.
Mes beaux-parents rentraient plus tôt que prévu. « Mathieu nous manque », expliqua Catherine d'une voix douce. « Et Lucie est très inquiète. Nous arriverons après-demain matin. »« Après-demain » répétai-je, essayant de ne pas laisser ma voix trahir ma panique. « Je pensais que vous seriez parti une semaine de plus. »« Il y a eu un problème avec les excursions, » dit-elle vaguement. De plus, le médecin a appelé Lucie. Il semble qu'il soit temps de prendre des décisions importantes concernant le traitement de Mathieu. L'euphémisme me glaça le sang. Des décisions importantes. Le moment qu'ils attendaient. Dès que j'eus raccroché, je courus dans la chambre de Mathieu. Il était assis sur le lit, faisant des exercices d'étirement que je lui avais montrés. « Ils reviennent après-demain », lui dis-je sans préambule. « Et ta mère a parlé au médecin. Je crois qu'ils vont... finir le travail », compléta-t-il, avec un calme qui me surprit. C'était à prévoir. Nous devons agir plus vite. « Martin vient cet après-midi », lui rappelai-je. « Peut-être devrions-nous attendre. On n'a pas le temps d'attendre, » insista Mathieu. « Il nous faut un plan B, au cas où Martin n'arriverait pas à temps ou que quelque chose tournerait mal. » Nous passâmes les heures suivantes à préparer 2 stratégies parallèles. La première, l'officielle. Attendre Martin, lui remettre toutes les preuves et laisser la justice suivre son cours. La seconde, plus risquée. Si les choses se compliquaient, je ferais sortir Mathieu de la maison et l'emmènerais à Marseille, où son ami Gabriel nous hébergerait jusqu'à ce que nous puissions contacter les autorités. Pour le plan B, il fallait que Mathieu puisse se déplacer. Nous intensifiâmes les exercices et bien qu'il s'améliorât visiblement, il était clair que marcher seul serait impossible en si peu de temps. On pourrait utiliser le fauteuil roulant qui est dans le débarras, suggéra-t-il. Mon père l'utilisait quand il était malade. Je trouvai le fauteuil, le nettoyai et l'approchai de son lit. Avec beaucoup d'efforts, je réussis à l'y asseoir. Son corps, affaibli par des mois d'immobilité, peinait à se tenir droit, mais sa détermination était inébranlable. « On va s'entraîner », dit-il fermement. « Ce soir, quand l'infirmière sera partie, on fera un tour dans la maison. » Pendant ce temps, je continuais à sauver les apparences. Je parlais avec Pascal, l'infirmière de nuit, comme si de rien n'était. J'osais même lui poser des questions désinvoltes sur le docteur Maudet. « C'est un bon médecin », répondit-elle, évasive, très proche de la famille. « Il viendra bientôt ?» m'enquis-je, essayant de paraître insouciante. « Je crois bien », dit-elle, me regardant avec une certaine suspicion. « Quand Madame Lucie reviendra. » Après son départ, Mathieu et moi nous entraînâmes avec le fauteuil roulant. Je le promenais dans les couloirs du rez-de-chaussée, dans le jardin arrière, et nous nous risquâmes même à monter au premier étage en utilisant le petit ascenseur qu'ils avaient installé pour son père des années auparavant. Je n'aurais jamais pensé être si content que mon père ait été malade, commenta Mathieu avec une ironie amère tandis que nous montions lentement dans l'ascenseur. Sans ça, je serais complètement coincé en bas. Cette nuit-là, nous achevâmes les préparatifs de notre fuite d'urgence. J'emballai discrètement quelques vêtements pour Mathieu, ses médicaments essentiels et surtout, toutes les preuves que nous avions recueillies, soigneusement sauvegardées sur 2 clés USB différentes. « Tu en garderas une » lui dis-je en lui tendant la première, qu'il accrocha à un cordon autour de son cou, caché sous son pyjama. « Et je garderai celle-ci. Quoi qu'il arrive, l'une des 2 parviendra aux autorités. » Cette nuit-là, Mathieu insista pour enregistrer un témoignage vidéo. Avec des mains tremblantes, il tint mon téléphone face à son visage et parla directement à la caméra, détaillant tout ce qui s'était passé depuis l'accident, nommant tous les impliqués et décrivant avec une précision clinique les plans pour mettre fin à sa vie. « Si vous regardez ceci, » conclut-il d'une voix ferme, « c'est soit que j'ai réussi à m'échapper, soit qu'il est déjà trop tard pour moi. Dans tous les cas, je veux que la vérité soit connue et que les responsables payent pour leurs crimes. » J'envoyai la vidéo à Martin et, par mesure de précaution supplémentaire, à ma propre adresse e-mail. Puis j'effaçai toute trace de l'envoi du téléphone. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait notre anxiété. Martin appela pour dire qu'il arriverait vers midi. Il restait à peine 24 heures avant le retour de la famille. « Tout va bien se passer », assurai-je à Mathieu, pendant que nous déjeunions ensemble dans sa chambre. « Demain, à 7 heures, tu seras en sécurité et ils seront en état d'arrestation. » Il sourit faiblement, mais je pus voir le doute dans ses yeux. « Et si quelque chose tourne mal ? Et s'ils arrivent à convaincre tout le monde que je délire, que le coma a affecté mon esprit ? Ils n'y arriveront pas,
affirmai-je avec plus de conviction que je n'en ressentais. Les preuves sont claires, les vidéos, les documents, ton témoignage. Personne ne pourra l'ignorer. Nous passâmes la matinée à revoir chaque détail de notre plan. Pendant que nous parlions, je remarquai que Mathieu devenait de plus en plus pâle. « Ça va » demandai-je, inquiète. « Les médicaments » murmura-t-il. « Je crois que Denise se doute de quelque chose. Ce matin, elle aide à rester regarder jusqu'à ce que j'avale le comprimé. Je n'ai pas pu le recracher. Quel type de médicament c'était ? Un sédatif, je crois. Je me sens somnolent. La panique m'envahit. Si Denise se doutait de quelque chose, elle aurait pu alerter Lucie. Et si Mathieu était sous sédatif, notre plan d'évasion serait impossible. « Tiens bon » lui demandai-je en lui serrant la main. « Martin arrive bientôt, juste quelques heures de plus. » Il hocha faiblement la tête, ses paupières de plus en plus lourdes. « Ne les laisse pas m'endormir complètement, » murmura-t-il. « Ne les laisse pas gagner. Je ne le permettrai pas, » promis-je en l'embrassant sur le front. « Repose-toi un peu maintenant. Je te réveillerai quand Martin arrivera. » Je le laissai somnoler et me dirigeai vers le salon, d'où je pourrais surveiller la rue et l'arrivée de Martin. Tandis que j'attendais, inquiète, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Hélène » demanda une voix masculine que je ne reconnus pas. « Oui, c'est moi. Qui est-ce » ? « C'est Gabriel, l'ami de Mathieu de Marseille. Martin Lefebvre m'a appelé. Il a eu un accident de la route. Il est à l'hôpital, mais il m'a demandé de te prévenir qu'il ne pourra pas venir aujourd'hui. Le sol sembla s'effondrer sous mes pieds. Un accident ? Il va bien ? Rien de grave, mais il ne pourra pas bouger pendant quelques jours. Hélène, écoute-moi attentivement. Tu dois faire sortir Mathieu de cette maison tout de suite. Martin a contacté la gendarmerie, mais Lucie Vidal a des amis puissants. Ils ont réussi à retarder le mandat jusqu'à demain. Demain, ce sera trop tard, murmurai-je, me souvenant de la conversation avec Catherine. Ils reviennent demain matin. Exactement. C'est pourquoi tu dois agir maintenant. Je suis en route, mais il me faudra au moins 4 heures pour arriver à Lyon. Peux-tu garder Mathieu en sécurité d'ici là ? J'essaierai, répondis-je, la détermination remplaçant la peur. Nous avons un plan. En raccrochant, je regardai vers la chambre de Mathieu. Le plan B venait de devenir notre unique option. Je courus dans la chambre de Mathieu et le trouvai profondément endormi. Les sédatifs avaient en fait effet plus vite que prévu. Je le secouai doucement, puis plus fort, mais je parvins à peine à lui faire ouvrir les yeux. « Mathieu, on doit partir », lui dis-je à l'oreille. « Maintenant, on n'a pas le temps. » Il marmonna quelque chose d'inintelligible et referma les yeux. La panique menaçait de me paralyser, mais je m'obligeais à penser clairement. Il fallait que je le réveille, et vite. Je me souvins avoir vu dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain des ampoules d'adrénaline, faisant partie du matériel d'urgence pour Mathieu. Je n'avais jamais fait d'injection, mais j'avais vu les infirmières le faire suffisamment de fois. Les mains tremblantes, je préparai la seringue, et après un moment d'hésitation, je la plantai dans la cuisse de Mathieu comme je l'avais observé. L'effet fut presque immédiat. Ses yeux s'ouvrirent en grand, et sa respiration s'accéléra. Il se redressa dans le lit, désorienté et haletant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il entre 2 respirations saccadées. « De l'adrénaline » répondis-je, me déplaçant déjà dans la pièce pour rassembler les affaires essentielles. « Martin a eu un accident. Il ne viendra pas, et ta famille revient demain. On doit partir maintenant. » Malgré son état, Mathieu comprit la gravité de la situation. Il hocha la tête et tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent sous son poids. Je le rattrapai avant qu'il ne tombe. « Le fauteuil » dit-il, désignant le fauteuil roulant que nous avions laissé près du lit. « Et mes papiers, dans le 2e tiroir de la commode. Ma carte d'identité, mon passeport, tout. » Alors que je ramassais les documents, j'entendis la sonnette de la porte. Mon cœur fit un bond. Qui cela pouvait-il être ? La gendarmerie ? Ou pire encore ? « N'ouvre pas !» murmura Mathieu, lisant la peur sur mon visage. Ça pourrait être un piège. Je jetai un coup d'œil prudent par la fenêtre latérale. Une voiture que je ne reconnaissais pas était garée devant la maison. 2 hommes attendaient à la porte. L'un d'eux leva ce qui ressemblait à une carte de police. « Police », murmurai-je. Mais je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Si Martin a parlé à la gendarmerie, ça devrait être eux, pas la police nationale, répondit Mathieu. Sa voix plus claire maintenant que l'adrénaline faisait effet. « N'ouvre pas. » La sonnette retentit de nouveau,
plus insistante. Puis j'entendis des coups à la porte et des voix m'appelant par mon nom. « Madame Girard, nous savons que vous êtes là. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. C'est important. Comment connaissent-ils mon nom de famille ?» murmurai-je, de plus en plus nerveuse. « Ma mère a dû leur donner ton nom, » dit Mathieu. « Hélène, nous devons sortir par la porte de derrière. Maintenant. » J'acquiesçai et poussai le fauteuil vers le couloir menant à la cuisine. La vieille maison avait une sortie sur la cour arrière, et de là, une petite porte donnait sur une ruelle. C'était notre meilleure option. Juste au moment où nous arrivions à la cuisine, nous entendîmes un grand bruit. Ils forçaient l'entrée. « Vite !» pressa Mathieu. Nous traversâmes la cuisine en hâte et sortîmes dans la cour. L'air frais et la bruine nous fouettèrent le visage. Je poussai le fauteuil sur le chemin de pierre, maudissant chaque bosse qui faisait vaciller Mathieu. En arrivant à la porte arrière, je découvris avec horreur qu'elle était fermée à clé, et nous n'avions pas la clé sur nous. « Mathieu, la porte est fermée, » dis-je, la panique évidente dans ma voix. « La cabane, » répondit-il en désignant une petite structure en bois près du mur. Mon père y gardait des outils. Je courus vers la cabane et fouillai parmi les outils jusqu'à trouver un marteau et un burin. Je retournai à la porte, et de toutes mes forces, je frappai la vieille serrure. Après plusieurs tentatives désespérées, le bois céda autour du métal. Je poussai la porte avec l'épaule et elle s'ouvrit en grinçant. De la maison provenaient des voix de plus en plus proches. Nous n'avions pas de temps à perdre. La ruelle était étroite et sombre, à peine éclairée par la lumière qui filtrait des fenêtres des maisons voisines. Je poussai le fauteuil aussi vite que je le pouvais, nous éloignant de la maison. « Où allons-nous » demanda Mathieu, s'agrippant aux accoudoirs du fauteuil, tandis que nous contournions les pavés irréguliers. « À la gare routière, » répondis-je. « Gabriel a dit qu'il venait par ici, mais il mettra des heures. Il nous faut un endroit sûr pour attendre. » Nous avançâmes par des rues secondaires, évitant les grandes avenues où l'on pourrait nous trouver facilement. La bruine s'était transformée en pluie constante, nous trempant tous les deux. Mathieu grelottait sous la couverture que j'avais jetée sur lui, mais il ne se plaignait pas. Après ce qui parut une éternité, nous arrivâmes à la gare. Le bâtiment illuminé et bondé nous offrait un refuge temporaire. J'achetai 2 billets pour le prochain bus pour Avignon, une ville assez proche pour y arriver rapidement, mais assez loin pour gagner du temps. Pendant que nous attendions dans un coin discret de la salle, j'appelai Gabriel. « Nous sommes à la gare routière », l'informai-je à voix basse. « Nous allons prendre un bus pour Avignon. Peux-tu venir nous chercher là-bas ?»« Changement de plan », répondit-il, la voix tendue. « La gendarmerie a émis un avis de recherche pour toi et Mathieu. Ils surveillent les gares. Ne prenez pas les transports en commun. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je, le désespoir menaçant de me submerger. « Il y a un hôtel près de là où vous êtes, le Vangchilis. Je vais réserver une chambre à mon nom. Allez-y et attendez. J'arriverai dès que possible. » Je raccrochai et regardai Mathieu, dont le visage était de plus en plus pâle. L'effet de l'adrénaline s'estompait, et les sédatifs reprenaient le dessus. « Changement de plan, » lui dis-je. « On va dans un hôtel voisin. » Nous quittâmes la gare et nous dirigeâmes vers l'hôtel, qui, heureusement, n'était qu'à quelques rues de là. La réceptionniste nous regarda avec une certaine étrangeté. Une femme trempée et un homme en fauteuil roulant, sans bagages, mais la réservation au nom de Gabriel était faite, et elle ne posa pas de questions. Une fois dans la chambre, j'aidai Mathieu à s'allonger. Il était épuisé et recommençait à s'assoupir. « Ne t'endors pas », lui demandai-je en secouant doucement son épaule. « J'ai besoin que tu sois réveillé quand Gabriel arrivera. »« J'essaie », murmura-t-il, luttant contre ses paupières lourdes. « Mais c'est difficile. Les sédatifs. » J'allumai la télévision pour le stimuler et m'assis à ses côtés, prenant sa main dans les miennes. C'est alors que les informations captèrent dans mon attention. « La police nationale recherche une femme et un jeune homme disparus à Lyon », annonça la présentatrice. Hélène Girard, 32 ans, et Mathieu Vidal, 22 ans, ont été vus pour la dernière fois cet après-midi. Le jeune Vidal, qui était dans le coma jusqu'à récemment, pourrait être désorienté et nécessiter des soins médicaux urgents. Sa famille est très inquiète. L'écran montra nos photographies. Celle de Mathieu était ancienne, d'avant l'accident, montrant un jeune homme en bonne santé et souriant. La mienne était récente, probablement prise sur mes réseaux sociaux. « Ils ont été rapides », commenta Mathieu avec une ironie amère, et rusée. « Maintenant, nous passons pour des fugitifs,
et E pour la famille inquiète. Personne ne nous reconnaîtra, l'assurai-je, mais sans grande conviction. Tu as beaucoup changé depuis cette photo, et moi? Eh bien, je suis trempé, et en vrac. Il essaya de sourire, mais l'effort fut trop grand. Ses yeux se refermèrent. Les heures passèrent avec une lenteur angoissante. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque sirène dans la rue me faisait retenir ma respiration. Mathieu dormait par intermittence, se réveillant confus à chaque fois. Vers minuit, alors que je commençais à craindre que Gabriel n'arrive jamais, mon téléphone vibra. C'était un message de sa part. « Je suis en bas. Chambre 307, c'est ça ?» Je confirmai, et quelques minutes plus tard, un léger coup à la porte annonça son arrivée. Je regardai par le judas avant d'ouvrir, m'assurant qu'il était seul. Gabriel s'avéra être un homme grand et mince, avec des lunettes à monture métallique et une expression sérieuse. Il entra rapidement et ferma la porte derrière lui. « Comment va-t-il » demanda-t-il en s'approchant du lit, où Mathieu gisait à moitié inconscient. « Sous sédatif » répondis-je. L'infirmière s'est doutée de quelque chose et s'est assurée qu'il prenne ses médicaments ce matin. Gabriel examina Mathieu d'un œil critique. Il faut le garder éveillé pour qu'il puisse témoigner. J'ai apporté du café, beaucoup de café. Et ça. Il sortit de sa poche un petit flacon. C'est du modafinil. Ça le maintiendra alerte quelques heures, assez pour arriver à Marseille et faire sa déposition. Marseille? Je pensais qu'on irait à la gendarmerie ici. Trop risqué, expliqua Gabriel en dissolvant un comprimé dans de l'eau. Comme tu l'as vu aux infos, la famille de Mathieu a fait jouer ses relations. À Marseille, j'ai des contacts à la police judiciaire. Des gens de confiance qui ne sont pas sous l'influence des Vidal. Il aida Mathieu à boire la solution, puis nous nous préparâmes à partir. Gabriel avait apporté des vêtements secs pour nous deux et des casquettes pour dissimuler nos visages. « Ma voiture est dans le parking souterrain, » dit-il. « Si on a de la chance, on pourra quitter Lyon sans être repéré. » Nous n'eûmes pas de chance. En sortant de l'ascenseur du parking, nous nous retrouvâmes nez à nez avec deux agents de police qui semblaient inspecter les véhicules. « Calmez-vous, » murmura Gabriel. « Agissez normalement. » Nous avançâmes vers sa voiture, Mathieu dans le fauteuil roulant poussé par Gabriel, moi marchant à côté, la tête basse. Nous étions presque arrivés quand l'un des agents s'approcha. « Excusez-moi, » dit-il d'un ton autoritaire. « Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît ?» Gabriel s'arrêta et sourit avec confiance. « Bien sûr, monsieur l'agent. Puis-je demander la raison ?»« Contrôle de routine, » répondit le policier, bien que son regard s'attarda avec intérêt sur Mathieu. Nous recherchons deux personnes disparues. Pendant que Gabriel cherchait ses papiers, le second agent s'approcha et regarda directement Mathieu, qui, grâce au modafinil, était plus alerte bien que visiblement nerveux. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda l'agent en se penchant pour mieux le voir. C'est alors que Mathieu parla, avec une clarté qui me surprit. « Non, je ne vais pas bien, » dit-il, regardant directement le policier. « Je m'appelle Mathieu Vidal, et je suis en fuite parce que ma famille essaie de me tuer pour récupérer mon héritage. » L'agent se redressa, surpris. Il échangea un regard avec son collègue. « Nous avons des preuves, » ajouta Mathieu, portant la main à son cou pour sortir la clé USB suspendue à un cordon. « Vidéo, documents, tout est ici. S'il vous plaît, aidez-nous. » Il y eut un moment de silence tendu. Puis, à mon grand étonnement, le premier agent hocha lentement la tête. « Venez avec nous, » dit-il d'un ton grave. « Nous allons vous emmener au commissariat central. Là-bas, vous serez en sécurité pendant que nous vérifierons votre histoire. » Les 12 heures suivantes se déroulèrent comme dans un film à suspense. Un film que je n'aurais jamais imaginé jouer. Les agents qui nous avaient trouvés dans le parking se révélèrent être honnêtes, ce que nous ne tenions plus pour acquis. Ils nous emmenèrent au commissariat central de Lyon, où un inspecteur nommé Rodrigo Salas nous accueillit avec un mélange de scepticisme et d'intérêt professionnel. « C'est une accusation très grave, » dit-il après avoir écouté notre histoire dans une salle d'interrogatoire austère. « Très grave, et contre des personnes respectables. Nous avons des preuves, » insista Mathieu, qui, grâce au modafinil, restait étonnamment lucide. Il lui tendit la clé USB. Tout est là. Vidéo, documents, conversations enregistrées. Tout. L'inspecteur brancha la clé sur son ordinateur et commença à examiner le contenu. Son expression changea au fil des minutes. Lorsqu'il visionna l'une des vidéos où Lucie et Xavier discutaient ouvertement de
En finir avec ça une bonne fois pour toutes, son visage se durcit. « Je vais avoir besoin de plus d'agents, dit-il en se levant. Et d'un mandat. Restez ici, s'il vous plaît. Vous serez en sécurité. » Gabriel, qui était resté avec nous comme témoin, hocha la tête avec satisfaction. « Je te l'avais dit, Mathieu. La vérité finit toujours par trouver son chemin. » Pendant que nous attendions, un médecin examina Mathieu et confirma ce que nous savions déjà. Il avait reçu des doses régulières de sédatifs qui n'étaient pas nécessaires à son état. Clairement inappropriés, statua-t-il, rédigeant un rapport qui serait ajouté aux preuves. À l'aube, épuisés mais incapables de dormir, nous reçûmes la nouvelle. La gendarmerie avait arrêté Lucie et Xavier à la maison familiale, juste au moment où ils revenaient de leur voyage. Mes beaux-parents, Catherine et Raphaël, étaient également interrogés. « Ça a été plus facile que prévu », commenta l'inspecteur Salas quand il vint nous informer. Dès qu'ils ont vu les preuves, ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Lucie dit que tout était l'idée de Xavier. Il assure qu'elle était l'instigatrice. Quant à vos beaux-parents, Madame Girard, il semble qu'ils étaient au courant d'une partie du plan, bien qu'ils assurent avoir cru qu'il s'agissait seulement de gérer l'héritage pendant l'incapacité de Mathieu. Pas de... L'autre chose, répétai-je avec amertume. Vous voulez dire le tuer ? L'inspecteur hocha gravement la tête. Il y a suffisamment de preuves pour poursuivre Lucie et Xavier pour tentative d'homicide, entre autres charges. Vos beaux-parents feront probablement face à des charges moins lourdes pour complicité. Je ne ressentis aucune satisfaction en entendant cela. Malgré tout, Catherine et Raphaël étaient de la famille, et Antoine serait anéanti. Antoine, mon mari. Dans la confusion et le danger, j'avais à peine pensé à lui. Je dois appeler mon mari, dis-je soudainement. Il doit être inquiet. L'inspecteur me fournit un téléphone, et je composai le numéro d'Antoine en Argentine. Il répondit à la première sonnerie, comme s'il avait attendu près du téléphone. « Hélène ? Mon Dieu, Hélène, où es-tu ? J'ai vu les informations. Ils disent que tu as enlevé Mathieu, que... » « Antoine, écoute-moi, » l'interrompis-je. « Je vais bien. Mathieu va bien. Mais il y a quelque chose de terrible que tu dois savoir. » Je lui racontai tout. Le réveil de Mathieu, ses révélations, les preuves que nous avions trouvées, la conspiration familiale. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il enfin. « Ma sœur ne ferait pas une chose pareille. Mes parents ? Je suis désolée, Antoine, dis-je doucement. Mais c'est la vérité. Les preuves sont irréfutables. Ils sont tous en état d'arrestation maintenant. » Un autre silence, encore plus long. Puis j'entendis un sanglot étouffé. « Je prends le premier vol. Attends-moi, s'il te plaît. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions, de procédures judiciaires et de titres de presse à sensation. L'affaire Vidal, comme la baptisa la presse, captiva l'attention nationale. L'histoire du jeune héritier que sa propre famille avait tenté d'assassiner et de la belle-sœur qui l'avait sauvé s'avéra trop juteuse pour être ignorée. Antoine rentra 2 jours après les arrestations. Nos retrouvailles furent douces, amères, chargées d'émotions contradictoires. D'un côté, le soulagement de nous revoir. De l'autre, le poids de ce qui s'était passé, la trahison familiale qui avait détruit son monde. « Je ne sais pas comment te regarder en face », me dit-il la première nuit, dans la chambre d'hôtel où je logeais pendant que notre maison faisait encore partie de l'enquête. Ma propre famille. Et toi au milieu de tout ça, risquant ta vie. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondis-je, bien que je susse que ce n'était pas vrai. N'importe qui ne se serait pas dressé contre une famille puissante pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Non, » dit Antoine en prenant mes mains. « Tu as fait ce que seul toi ferais. Ce qui est juste, peu importe le coût. Et je ne sais pas si je pourrai jamais te le rendre. » Le procès fut rapide, en partie parce que les preuves étaient accablantes, et en partie parce que les accusés, voyant l'inévitable, choisirent d'avouer en échange de remise de peine. Lucie et Xavier furent condamnés à 15 ans de prison chacun. Mes beaux-parents reçurent des peines avec sursis, évitant la prison, mais restant marqués à vie. Mathieu, une fois physiquement rétabli, devint un symbole de résilience. Son histoire inspira un débat national sur l'abus familial et la cupidité. Il utilisa son héritage, maintenant entièrement sous son contrôle, pour créer une fondation dédiée à aider les victimes d'abus financiers et d'exploitation familiale. « Je veux que quelque chose de bon sorte de tout ça, » me dit-il 6 mois après le procès,
alors que nous prenions un café sur la terrasse de son nouvel appartement à Marseille. Il y avait déménagé pour repartir de zéro, loin des souvenirs de Lyon. « Et je veux que tu en fasses partie. »« Moi ?» demandai-je, surprise. « Je t'offre la direction de la fondation, » expliqua-t-il. « Personne de mieux que toi pour représenter les valeurs que je veux promouvoir. L'intégrité, le courage, la compassion. » L'offre était tentante, mais ma vie avait pris un tournant différent. Antoine et moi avions déménagé à Paris, où il avait trouvé un nouveau travail et où j'avais repris l'enseignement de la littérature. Nous avions besoin de distance, d'un nouveau départ, loin des souvenirs et du scandale. « C'est un honneur, Mathieu, mais je dois décliner, » répondis-je. « Ma place est avec Antoine maintenant. Il a besoin de guérir, de reconstruire sa foi en les gens, et je dois être là pour lui. » Mathieu hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Mais je veux que tu saches qu'il y aura toujours une place pour toi dans ma vie, dans mon projet. Sans toi, je ne serais pas là. » Nous nous serrâmes fort dans les bras, une étreinte chargée de tout ce que nous avions vécu ensemble, des peurs partagées et des batailles gagnées. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» réfléchit-il alors que nous nous séparions. « Parfois, je me demande si je ne devrais pas les remercier, d'une certaine manière. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, je n'aurais jamais découvert ma propre force. Je ne t'aurais jamais vraiment connu. »« Ne leur donne pas tant de crédit, » répondis-je avec un sourire. « Ta force a toujours été là. Tu avais juste besoin de l'occasion de la montrer. » La vie suivit son cours. Antoine et moi reconstruisîmes lentement notre relation, plus forte à certains égards, plus fragile à d'autres. Le traumatisme laissa des cicatrices, mais il nous apprit aussi à valoriser l'honnêteté par-dessus tout. Nous ne revîmes jamais Catherine et Raphaël. Antoine tenta de se réconcilier avec eux au début, mais l'abîme de la trahison était trop profond. Ils déménagèrent dans un petit village de Bretagne, loin du regard public et des souvenirs. Mathieu se rétablit complètement. Il retourna à l'université, termina ses études aux Beaux-Arts et devint un restaurateur respecté, comme son père. Sa fondation grandit pour devenir une référence nationale dans la lutte contre l'abus patrimonial. Nous nous voyions occasionnellement, pour les anniversaires ou lors de visites à Marseille. Chaque rencontre réaffirmait le lien spécial que nous avions forgé en ces jours de danger et de décisions impossibles. 1 an après le procès, je reçus une invitation pour l'inauguration du nouveau siège de sa fondation. Sur la carte, en plus des détails formels, il y avait une note manuscrite. « Pour la femme qui m'a rendu la vie, je n'oublierai jamais tes mots, ne les laisse pas gagner. Ils n'ont pas gagné, Hélène. Grâce à toi. » Je gardai la carte dans mon journal, avec les coupures de presse sur l'affaire et la seule photo que je me permis de conserver. Mathieu et moi au commissariat, épuisés mais triomphants, le jour où la vérité éclata. Parfois, lors de nuits agitées, j'entends encore sa voix de ce premier jour, faible mais déterminée. « Aide-moi, ils veulent en mon argent. » Une phrase simple qui changea le cours de nos vies pour toujours. Je ne regrette pas d'avoir répondu à cet appel. Malgré le danger, malgré la douleur que cela a causé à ma famille, malgré les cicatrices que nous portons tous maintenant, parce que j'ai appris quelque chose d'inestimable, que parfois, les personnes qui ont le plus besoin de nous sont celles qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez courageux pour écouter. Et si je devais le refaire, je n'hésiterais pas une seconde.